En 1936, la Rural Electrification Administration a été créée par décret présidentiel pour étendre le réseau électrique américain à chaque ferme et à chaque communauté rurale du pays. Et le discours employé pour vendre cette idée parlait de progrès, de modernité, d'une civilisation qu'on apportait enfin à l'obscurité. Ce que ce discours ne disait jamais, c'était l'architecture financière cachée dessous. Un système fondé sur la consommation mesurée, sur la facturation mensuelle, sur le principe de base selon lequel l'électricité est quelque chose que l'on achète à quelqu'un d'autre de façon permanente pour le reste de sa vie. Pourtant, la technologie permettant de produire une électricité exploitable à partir de chaleur, n'importe quelle chaleur, la flamme d'une bougie, un poêle à bois, les gaz d'échappement d'un moteur, existait déjà depuis plus de 115 ans lorsque ce décret a été signé. Thomas Johann Seebeck l'avait découverte à Berlin en 1821, avait publié ses résultats dans les comptes rendus de l'Académie royale prussienne des sciences en 1822. Et depuis, la physique n'a pas failli une seule fois. On ne bâtit pas une industrie des services énergétiques de 46 milliards de dollars par an, selon le rapport 2022 de Grandview Research sur le marché de la production d'électricité, sur quelque chose qu'une personne peut fabriquer pour 15 dollars et ne plus jamais repayer. Ce n'est pas de la censure, c'est des mathématiques. Un générateur thermoélectrique à 15 dollars, fabriqué à partir de 2 modules Peltier et d'un convertisseur élévateur à 2 dollars, produit une électricité réelle, utilisable, capable de recharger un téléphone, à partir de n'importe quelle source de chaleur, une bougie, un poêle à bois, un feu de camp, indéfiniment, sans aucune pièce mobile, sans coût de carburant et sans demander la permission à qui que ce soit. Il y a une erreur que presque tous ceux qui essaient de construire ça pour la première fois commettent, une erreur si fondamentale que le module ne produit presque rien du tout, ce qui explique exactement pourquoi la plupart des gens qui en ont entendu parler concluent que ce n'est qu'un gadget de foire scientifique et pas un vrai système. Cette erreur se situe du côté froid, pas dans le câblage, pas dans la source de chaleur, du côté froid. Toutes les personnes qui ont essayé et sont reparties déçues ont fait la même erreur, au même endroit. On va la nommer avant toute chose, et une fois que ce sera fait, l'ensemble du système deviendra logique d'une manière qui, très probablement, ne vous était encore jamais apparue. Le marché mondial des équipements de production d'électricité était évalué à 46 milliards de dollars en 2022, selon Grandview Research. Une phrase. On avance. Thomas Johann Seebeck était un physicien d'origine estonienne travaillant à Berlin lorsqu'il a fait la découverte qui finirait, bien plus tard, par alimenter Voyager 1 jusqu'aux confins du système solaire. En 1821, alors qu'il étudiait le lien entre la chaleur et le magnétisme, il a construit un circuit à partir de 2 métaux différents, du bismuth et du cuivre, reliés en 2 points, puis a maintenu une jonction plus chaude que l'autre. Une aiguille de boussole placée près du circuit a dévié. Il a d'abord appelé cela le thermomagnétisme, parce qu'il ne comprenait pas encore que ce qu'il observait était un courant électrique produit par une différence de température. Quelques années plus tard, la communauté scientifique, au sens large, l'a corrigé et l'effet a été renommé en son honneur. Le coefficient de Seebeck, le rapport entre la tension produite et chaque degré de différence de température dans une paire de matériaux donnés, se mesure encore aujourd'hui en microvolts par Kelvin dans tous les laboratoires de semi-conducteurs de la planète. Jean-Charles Athanase Peltier, physicien et horloger français, a démontré l'effet inverse en 1834. Faire passer un courant électrique dans le même type de jonction bimétallique produisait une différence de température au lieu d'en consommer une. Cette découverte signifiait que la relation entre chaleur et électricité dans ces jonctions fonctionnait dans les 2 sens. On peut refroidir un côté par voie électrique, ou chauffer un côté physiquement et en extraire de l'électricité. Le même dispositif, la même physique. La science était tranchée et publiée dans les revues académiques européennes avant même la guerre de sécession. Elle n'a pas changé depuis. Les Romains n'avaient pas le vocabulaire pour décrire ce qu'ils observaient, mais des archives métallurgiques de Pompéi documentent des comportements anormaux dans des jonctions de fer et de cuivre près des foyers de forge, des déviations, des courants qu'ils attribuaient à des forces spirituelles. Le phénomène était réel. L'explication arrivait avec 2000 ans d'avance. Seebeck lui a donné son nom. Les Romains en ont donné le premier témoignage. La NASA en a fait une discipline d'ingénierie. Le générateur thermoélectrique à radioisotope SNAP 3 a volé à bord du satellite de navigation Transit 4A en 1961, dans le cadre du programme Systems for Nuclear Auxiliary Power. Il utilisait l'effet Seebeck pour convertir la chaleur d'une source radioactive en électricité sans aucune pièce mobile. Toutes les missions lointaines qui se sont aventurées trop loin du Soleil pour que les panneaux solaires restent viables ont reposé sur cette physique précise. Pioneer 10, lancé en 1972. Pioneer 11, lancé en 1973.
Voyager 1 et Voyager 2, tous deux lancés en 1977. Cassini, lancé en 1997, New Horizons, lancé en 2006. Voyager 1 se trouve actuellement à plus de 23 milliards de kilomètres de la Terre, selon les données de suivi en temps réel du Jet Propulsion Laboratory de la NASA. Ces générateurs thermoélectriques produisent toujours de l'électricité. Cet engin spatial fonctionne grâce à cet effet depuis 47 ans, sans ravitaillement, sans maintenance et sans raccordement au réseau. Ce n'est pas une métaphore de la technologie, c'est sa fiche technique. On ne peut pas bâtir un modèle économique à revenu récurrent là-dessus. On ne peut pas facturer au compteur une différence de température. On ne peut pas faire payer un abonnement mensuel pour l'écart entre une surface chaude et l'air ambiant. Le réseau électrique n'a pas été construit principalement comme une solution d'ingénierie après 1945 environ. Il a été construit comme une infrastructure de facturation. L'ingénierie, dans les grandes lignes, était déjà résolue. Ce qui restait, c'était la relation contractuelle entre un foyer et un fournisseur, prolongée indéfiniment par l'inertie, la commodité et l'absence totale de la moindre raison de vous dire qu'il existait une autre voie. Vous avez vu ça toute votre vie sans jamais mettre un nom dessus. L'arrière de votre réfrigérateur est chaud. L'intérieur était froid. Cet écart thermique, c'est l'effet Peltier qui fonctionne à l'envers. De l'électricité entre, une différence de température sort, au lieu d'une différence de température qui entre, et d'une électricité qui sort. Le dissipateur thermique en cuivre vissé sur le processeur de votre ordinateur n'existe que pour une seule raison, gérer exactement la même physique que nous allons exploiter volontairement. La buée qui se forme sur un verre d'eau bien frais en plein été, c'est l'atmosphère qui réagit à un écart. Chaque feu de camp, chaque bougie, chaque poêle à bois, chaque tuyau d'échappement de moteur, c'est un gradient thermique d'un seul côté qui n'attend qu'une surface froide de l'autre. C'est l'écart qui fait tourner le moteur. Vous n'avez pas besoin d'un carburant spécial, vous avez besoin d'une différence. L'erreur qui tue ce montage se cache du côté froid. Pas dans le câblage, pas dans le sens du module, pas dans les soudures, du côté froid. Gardez ça en tête pendant qu'on passe en revue ce qu'il vous faut, parce qu'au moment d'y arriver, vous le reconnaîtrez immédiatement. Voilà ce qu'il vous faut. Et je vais être totalement franc avec vous sur chaque chiffre. 2 modules thermoélectriques. Peltier Tech 12706. Ce sont les modèles standards de 40 mm par 40 mm qu'on retrouve partout, des glacières électriques portables, aux expériences de refroidissement de processeurs, jusqu'aux cycleurs thermiques de laboratoire. Leurs références indiquent leurs paramètres nominaux de fonctionnement. 12 volts, 6 ampères, à écart maximal. Mais ici, vous ne les utilisez pas comme consommateurs d'énergie. Vous les utilisez comme générateurs, ce qui signifie que vous les faites fonctionner bien en dessous de leurs spécifications nominales, et c'est parfaitement normal. Côté prix, comptez environ 2,50 € pièce sur AliExpress ou eBay avec livraison standard, ou autour de 4 € pièce sur Amazon pour une livraison plus rapide. Total pour 2 modules, entre 5 et 8 €. Un module convertisseur élévateur continu vers continu avec sortie USB. Cherchez convertisseur Boost USB MT 3608 ou module Step-Up USB de 0,9 V vers 5 V. Ce composant prend la tension faible et variable produite par vos modules, souvent entre 1 et 5 V selon l'écart thermique, et la relève vers 5 V stable sur le port USB. Il coûte environ 2 €. C'est lui qui transforme une simple démonstration de physique en quelque chose capable de recharger un téléphone. Un dissipateur passif en aluminium pour processeur, le type sans ventilateur. Si vous avez une vieille tour d'ordinateur qui traîne dans un placard, une cave ou un garage, le dissipateur monté sur ce processeur est probablement parfait et ne vous coûtera rien. Sinon, un petit dissipateur passif générique coûte moins de 3 € sur n'importe quel site de composants électroniques ou sur Amazon. De la pâte thermique. La plupart des gens qui ont déjà ouvert un ordinateur en ont déjà un tube quelque part. Sinon, ça coûte moins de 2 € partout où l'on vend des accessoires informatiques. Il vous en faut très peu, l'équivalent d'un petit poids par module. 2 petits morceaux de fil de connexion en 22 ou 24 AWG, déjà présents dans beaucoup de foyers où l'on bidouille un peu l'électronique. Sinon, une petite bobine coûte moins de 2 € et vous servira pour une douzaine d'autres projets. On est donc entre 12 et 15 €. Vraiment, pas plus. Aucun fer à souder n'est nécessaire pour le montage de base. Les modules tech sont livrés avec leurs fils déjà fixés. Aucun outil spécial, pas besoin d'atelier. Une table de cuisine suffit. Et voici le point sur lequel la plupart des gens se trompent. Quand vous posez un module Peltier avec sa face chaude contre une source de chaleur, une bougie dans un support métallique, la plaque supérieure d'un petit brûleur à alcool, la surface d'un poêle à bois, la face chaude monte rapidement en température, exactement comme il faut. Les 30 premières secondes donnent l'impression que tout est parfait.
ce qui se passe pendant la minute suivante, c'est là que le montage soit fonctionne, soit s'éteint en silence et vous fait perdre votre après-midi. La chaleur traverse le module. Les deux faces d'un module Peltier sont thermiquement liées par le substrat en céramique et par les éléments semi-conducteurs, en tellurure de bismuth, pris en sandwich à l'intérieur. Si le côté froid n'a rien pour évacuer cette chaleur, s'il est simplement exposé à de l'air immobile, tout le module finit par s'équilibrer. Côté chaud, 80 degrés. Côté froid, 75 degrés. Écart, 5 degrés. Tension de sortie avec 5 degrés d'écart sur un TEC. Un 127,06, quasiment zéro. Le module fonctionne parfaitement. La physique fonctionne parfaitement. C'est vous qui ne lui avez donné aucun véritable écart à exploiter. Pensez à une roue à aube. Elle tourne parce que l'eau est plus haute d'un côté que de l'autre. Au moment où les deux côtés atteignent le même niveau, la roue s'arrête. Pas parce qu'elle est cassée. Parce que vous avez supprimé la seule chose qui la faisait tourner. L'écart de température, c'est votre différence de niveau d'eau. Supprimez cet écart, et vous supprimez tout le reste. La solution tient en un seul composant et une seule méthode. Prenez votre dissipateur en aluminium et appliquez une couche fine et régulière de pâte thermique sur sa base, juste assez pour combler les imperfections microscopiques de surface, pas au point qu'elle coule ou forme des paquets. Pressez-le fermement contre la face froide de votre premier module Peltier. Maintenez une légère pression pendant 30 secondes. Vous sentirez le dissipateur se réchauffer à mesure qu'il commencera à extraire la chaleur de la surface du module. C'est normal. C'est exactement le système en train de fonctionner. Le rôle du dissipateur n'est pas de rester froid, mais d'évacuer la chaleur loin de la surface du module plus vite que la conduction à travers la céramique ne peut l'y amener. Le mécanisme, c'est la surface d'échange. Plus il y a d'ailettes, plus il y a de surface, plus la chaleur est dissipée dans l'air ambiant. Avec une simple bougie comme source de chaleur, un dissipateur thermique standard de processeur suffit en air immobile. Vous obtiendrez un écart d'environ 30 à 50 degrés entre la face chaude et la face froide, ce qui produit approximativement 1,5 à 3 volts par module. Reliez vos deux modules en série, le fil positif du premier au fil négatif du second, et vous doublez cette valeur pour obtenir 3 à 6 volts en sortie combinée. Branchez ensuite ces fils sur les bornes d'entrée de votre convertisseur élévateur MT3608 et il s'occupe du reste en portant cette entrée variable à 5 volts stable sur le port USB. Avec un poêle à bois ou un brûleur à alcool, où la température de surface monte davantage, entre 150 et 300 degrés du côté chaud, il vaut mieux compléter le dissipateur par un refroidissement passif à l'eau. Posez les ailettes du dissipateur dans un petit bac métallique contenant environ 1 cm d'eau à température ambiante. D'après les tables de conductivité thermique du Handbook of Heat Transfer, 3e édition, dirigées par Rosenau, Hartnett et Shaw, l'eau évacue la chaleur d'une surface environ 25 fois plus vite que l'air. Sur la surface d'un poêle à bois, avec un refroidissement à l'eau du côté froid, l'écart thermique peut atteindre 150 degrés ou plus, ce qui produit 5 à 8 volts par module avant le convertisseur, avec un courant suffisant pour recharger un smartphone standard à peu près 2 fois moins vite qu'un chargeur secteur. Le test le plus malin ne demande rien de plus. Posez doucement 2 doigts sur le dessus du dissipateur pendant que le système fonctionne. Il doit être tiède, pas brûlant. Tiède, cela veut dire que le dissipateur fait son travail. Il absorbe la chaleur du module et la rejette dans l'air ou dans l'eau plus vite que le module ne peut la lui transmettre. Si le dissipateur est franchement chaud au toucher, le côté froid est en train de perdre la bataille et votre écart thermique s'effondre. Dans ce cas, ajoutez un refroidissement à l'eau ou dirigez sur les ailettes un petit ventilateur USB à 2 €, alimenté, si vous aimez l'ironie, par la sortie du générateur lui-même une fois qu'il tourne. Vérifiez la sortie au port USB avec n'importe quel testeur de tension USB, à moins de 2 €, avant d'y brancher un appareil auquel vous tenez. Ce que vous cherchez, c'est une tension stable comprise entre 4,8 et 5,2 volts avec une source de chaleur régulière. Quand cette valeur apparaît et qu'elle ne bouge plus, le système produit une électricité réelle, exploitable, à partir d'une chaleur que vous génériez déjà. Maintenant, élargissez le tableau et laissez les chiffres parler. Une bougie et un montage à 2 modules produisent assez d'énergie pour alimenter une petite lampe LED USB pendant toute la durée de combustion de la bougie, soit 4 à 6 heures, et pour maintenir une charge lente sur la batterie d'un téléphone pendant la nuit. Cette plage de rendement est cohérente avec les données de spécification publiées du module TEC, un 12706, et avec les mesures rapportées par la communauté de l'électronique expérimentale sur des forums comme EEVblog et Instructable, où des constructeurs publient des relevés de multimètres en conditions contrôlées depuis au moins 2013. 4 modules en configuration série parallèle, 2 paires montées en série, puis ces 2 paires câblées en parallèle, doublent à la fois la marge en tension et la marge en courant.
le tout pour moins de 40 € de composants. Cette configuration, alimentée par un petit poêle à bois, fournit en continu 5 à 10 watts d'électricité, de quoi faire fonctionner indéfiniment une lampe d'atelier LED dédiée de 5 watts, recharger 2 appareils en même temps et alimenter un petit poste radio-FM. Sur un poêle que vous faites déjà tourner pour chauffer la maison en plein hiver, cette électricité ne vous coûte rien de plus que le bois que vous brûliez déjà. Avec 8 modules, toujours pour moins de 60 €, vous produisez un éclairage d'ambiance pour une pièce entière à partir d'un seul foyer de poêle à bois, avec encore assez de marge pour alimenter un petit circuit de charge en 12 volts, ce qui vous permet de stocker de l'énergie pour les heures où le poêle est éteint. Les modules se mettent à l'échelle de façon linéaire. La physique multiplie proprement. Le coût récurrent, lui, reste nul. Il y a encore une chose à propos de ce système que les constructeurs de terrain ont mis des années à comprendre. Quelque chose qui change complètement l'endroit où vous pouvez l'utiliser et qui n'a rien à voir avec les modules eux-mêmes. Cela apparaîtra à la fin. En France, un foyer paie en moyenne autour de 1 500 € par an d'électricité, selon les estimations couramment retenues pour 2023 à partir des données du secteur énergétique. C'est une dépense sans date de fin. Elle ne s'arrête pas quand la maison est remboursée. Elle ne s'arrête pas quand les appareils sont payés. Elle s'arrête quand vous cessez d'utiliser l'électricité, c'est-à-dire qu'elle ne s'arrête pas. Un générateur thermoélectrique à 15 € ne remplace pas entièrement cette dépense annuelle. Rien de ce que vous pouvez fabriquer pour 15 € ne remplace un raccordement au réseau à l'échelle d'un foyer complet. Il faut le dire clairement et honnêtement. Ce qu'il remplace, c'est le socle minimal. La lumière qui compte quand le réseau tombe, la recharge du téléphone qui fait la différence entre l'isolement et le contact, le petit poste radio qui vous dit ce qui se passe dehors. Les recommandations de préparation aux situations d'urgence retiennent généralement un minimum de 72 heures d'autonomie pour un foyer. 72 heures. Ce système atteint cette exigence avec un poêle à bois que vous utilisez déjà pour 15 € et sans aucun coût récurrent. Un module pelletier sans aucune pièce mobile, ni roulement, ni balai, ni chambre de combustion, ni joint, affiche une durée de vie nominale qui dépasse 200 000 heures dans des conditions industrielles standards, d'après la documentation technique publiée par des fabricants de modules, aux tellurures de bismuth, notamment eBay IT et Laird Thermal Systems. 200 000 heures, cela représente 22 ans de fonctionnement continu. Il n'y a rien à entretenir, rien à remplacer à échéance prévisible, et aucun consommable qui s'épuise. Vous le construisez une fois. Vous l'utilisez aussi longtemps que vous vivez dans cette maison. Maintenant, parlons franchement de sa limite. Ce système n'alimente pas un réfrigérateur. Il ne fait pas tourner un micro-ondes, une pompe de puits, un chauffe-eau électrique ou une climatisation centralisée. La thermodynamique d'une zone de jonction de 40 mm ne produira pas une puissance de l'ordre du kilowatt. Peu importe le nombre de modules que vous ajoutez, parce qu'à partir d'un certain point, la vraie limite, c'est la surface d'échange et les propriétés des matériaux, pas la volonté ni l'ingéniosité du montage. Ce que ça produit, c'est de 2 à 20 watts selon la configuration, donc de l'éclairage, des moyens de communication et de petits appareils électroniques. Rien de plus. Si vous abordez ça en espérant un groupe électrogène pour toute la maison, vous serez déçu, et vous aurez tort de l'être, parce que ce n'est pas du tout l'objet. Ce que c'est, précisément, exactement, sans en rajouter, c'est une source d'électricité de secours sans coût récurrent, destinée à l'éclairage et aux communications, qui fonctionne avec de la chaleur que vous produisez déjà, assemblée pour une quinzaine d'euros, avec une durée de service de plus de 20 ans. C'est quelque chose de précis et de précieux. Ne lui demandez pas d'être autre chose que ce qu'il est, ce que les gens qui bricolent ça sur le terrain finissent par découvrir. L'application qui change complètement l'équation économique n'a rien à voir avec le montage sur l'établi. C'est le conduit de poêle. La surface extérieure d'un conduit de poêle en acier, simple paroi de 15 cm de diamètre, en fonctionnement normal, avec un poêle à bois, se situe généralement entre 150 et 260 degrés Celsius, d'après les prescriptions de sécurité habituellement retenues pour les conduits de fumée et les systèmes d'évacuation. C'est une source de chaleur continue, passive, sans combustible supplémentaire, qui existe chaque soir d'octobre à avril, dans n'importe quelle maison chauffée au bois sous climat tempéré. Fabriquez un collier fin en aluminium, une plaque plate cintrée pour épouser la surface du conduit, puis fixez votre ensemble de modules dessus, avec le réseau de dissipateurs du côté exposé à l'air ambiant. Le conduit devient votre face chaude, l'air de la pièce devient votre face froide. Vous obtenez une petite centrale de production qui fonctionne chaque nuit, où le poêle brûle, sans rien changer à vos habitudes, sans ajouter le moindre combustible, sans gestion particulière. Ce bois, vous l'auriez brûlé de toute façon. L'électricité n'est qu'une conséquence de la physique, pas une complication de plus dans votre vie, une récupération sur quelque chose que vous faisiez déjà.
Thomas Johann Seebeck a découvert cela à Berlin en 1821, alors qu'il cherchait tout autre chose. Il l'a trouvé à la jonction de deux métaux à des températures différentes, dans un laboratoire qui n'avait aucun réseau électrique auquel se raccorder, puisque le réseau électrique n'existait pas encore. Il l'a publié, la physique fonctionnait, elle fonctionne sans interruption depuis 203 ans. Le réseau électrique a été conçu pour l'échelle du monde tel qu'il existait en 1936. Les composants qui permettent de construire autour de cette idée coûtent une quinzaine d'euros et tiennent dans une poche de chemise. Seebeck ne savait pas vraiment ce qu'il venait de mettre au jour. Vous, si. Le différentiel reste le moteur. Il l'a toujours été. Il fallait simplement que quelqu'un vous montre où il se cache. Maintenant, exécutez cette adaptation parfaitement.